On va tout de suite commencer par donc le témoignage de Hubert Stéphan en tant qu'usager et représentant d'usagers. Oui, donc je me présente très rapidement. Donc, multi-aidant, parent d'un adulte polyhandicapé et aidant de personnes âgées, multi-aidant, et souvent d'ailleurs, ce qu'on les aidants rencontrent, c'est aidant de plusieurs personnes en même temps. J'ai intitulé, de manière à réveiller tout le monde, mon propos par « J'aide parce que j'aime ». Et je pourrais inverser, j'aime donc j'aide. Quelques chiffres nationaux, je ne vais pas vous embêter avec ça. En 2021, la France comptait 9,5 millions d'aidants déclarés. J'insiste sur le mot déclaré parce que tout le monde ne se reconnaît pas aidant. Une personne sur 6 est aidante. Moi, j'irais même plus loin, je dirais tout le monde est aidant. Et un vingtième de ces 6-là, ce sont des mineurs. 3 ados sur 4 par classe de collège ou de lycée. Un sexagénaire sur 4 est aidant. Vous voyez qu'on en rencontre un petit peu partout, mais ils ne se reconnaissent pas forcément aidants. On peut être aidant à tout âge de la vie, et on est tous aidants. Donc. Beaucoup d'aidants ne savent pas qu'ils le sont, je me répète, mais c'est très important parce que je me souviens, avec notre casquette, on a organisé des débats publics sur les aidants et on a eu du mal à faire reconnaître aux personnes qu'elles étaient aidantes. L'aide d'écoute, de l'amour familial ou amical. Ça rejoint un petit peu ce qui s'est dit ce matin, d'ailleurs, je vais peut-être faire des redites. L'aidance devient souvent une évidence morale et donc un devoir. De facto, la possibilité d'un choix, j'y reviendrai. Quand on aime, on ne compte pas. On le verra dans les conséquences. Quelques définitions pour fixer les choses, ce que vous connaissez sûrement. J'ai trouvé une définition du Canada. Toute personne qui, par l'aide qu'il apporte à son proche, pour qui il aurait un lien affectif, ayant subi les impacts négatifs. Après, vous avez une autre définition, la Charte européenne des familles. L'aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal pour partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques, etc. Après, dans notre droit français, on a une définition de l'aidance qui relève du décret 2008-450, donc là les juristes me reprendront si c'est pas bon, mais est considéré comme un aidant familial pour l'application de l'article X du Code, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral, jusqu'au 4e degré de la personne handicapée. Je vous passe la suite. En gros, le droit français est plus restrictif que la réalité. L'aidant, il est porté par des valeurs. La dignité propre à chaque être humain est inaltérable. L'autonomie, il veut respecter le choix de l'aider. De manière générale, s'entend, il y a des exceptions. La bienveillance, en ne voulant pas décider pour l'aider. Et la justice, alors je vous invite à relire la définition de l'éthique de Paul Ricoeur. Donc, une visée éthique, c'est une visée bonne pour soi et pour autrui dans des institutions justes. Peut-on parler de choix de devenir aidant ? L'invisibilité de la charge interroge sur le rôle de l'aidant. Après des informations préliminaires succinctes, surgissent des interrogations sur le consentement à ce rôle d'aidant. Peut-on parler de choix quand les établissements adaptés ou les professionnels manquent ?
ou encore que l'accessibilité aux services est impossible et que l'aidant est l'ultime solution. Après, l'aidant, il fait des actes, l'aidant veut bien faire. Le geste le plus adapté à l'aider, avec des ajustements constants, le care, plus exactement avec l'accent, se considère expert. L'aidant se considère expert des besoins des personnes. Il pense être le seul en capacité de répondre aux besoins de l'aider. C'est une perte de liberté pour l'aidant, qui se retrouve prisonnier de son statut d'aidant et d'expert. L'aide de l'aidant au professionnel est très souvent bénéfique à l'aider comme au professionnel. Il faut bien une collaboration entre les deux personnes. Bien entendu, comme tout un chacun, l'aidant attend une forme de reconnaissance. À défaut, l'épuisement psychique se retrouve majoré et détériore les relations. Relations entre l'aidant et l'aidé et l'aidant et les professionnels. Peut surgir alors une relation complexe tripartite entre l'aidé, l'aidant, le professionnel et la société, parce que la société a aussi, de par ses lois, une certaine influence sur le rôle de l'aidant. Et ça aboutit parfois, je dirais même souvent, à de la maltraitance. L'aidant devient vulnérable à son tour. Les risques pour l'aidant, c'est la charge mentale et la culpabilité qui sont prégnantes. Je pense particulièrement aux mères de famille qui ont un enfant handicapé, qui se sentent régulièrement coupables. Jusqu'où peut-on aller sans s'essouffler? Les personnes n'y pensent pas, mais il faut quand même se poser la question. Il y a des répercussions invisibles dans un premier temps qui se mettent en place. Les répercussions familiales, sur la fratrie, sur la vie de couple. Les répercussions professionnelles sur la carrière des aidants. Des répercussions sociales, principalement l'isolement, parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose que d'aider. Il y a donc des répercussions sur la santé de l'aidant et des réadaptations des projets de vie de l'aidant comme de l'aider. La vie n'est plus que incertitude permanente. Et je rejoins, je rappelle plus exactement l'avis 136 du CCNE sur le consentement. Le consentement est évolutif et doit être interrogé à tout moment. Un clin d'œil à Régis. Mais c'est permanent qu'il faut se poser la question, est-ce que je fais bien? Est-ce que l'aider, il a toujours besoin de ça? Est-ce que hier, c'est encore d'actualité? Est-ce que demain, il ne faut pas revoir en fonction de la situation des uns et des autres? C'est un questionnement permanent. Se pose dans la question, souvent la question du placement, surtout pour les personnes âgées, mais ça se pose aussi pour les personnes en situation de handicap. Placement en institution, sachant que la politique européenne tend vers la désinstitutionnalisation. Donc ça, on le retrouve dans les politiques générales, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de place, aussi bien pour les personnes âgées que les personnes handicapées, parce que c'est contraire aux directives européennes. L'aidant souffre également du manque de reconnaissance. Je répète, la reconnaissance est très important. Manque de reconnaissance de son dévouement et d'un manque d'écoute, aussi bien du côté de la famille que des employeurs, que des professionnels, que des services publics. Je pense particulièrement à MDPH et au gouvernement, parce qu'on entend beaucoup de revendications non plus qui ne sont pas suivies des faits. En résumé, c'est la société qui ne les prend pas en compte, qui ne reconnaît pas ce rôle d'aidant. Alors vous me direz peut-être qu'il y a des mesures à droite à gauche, de petit à petit ça avance, mais à condition de ne pas en avoir besoin. Donc la qualité de vie de l'aidant est dégradée. C'est de manière invisible le sommeil, les douleurs physiques, la santé mentale, le stress, la solitude. Lorsque l'aidant veut faire valoir les droits de l'aider, la situation devient inextricable. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, il y a une perte d'autonomie et de dignité, il faut anticiper un deuil. La personne qu'on a connue. J'ai beaucoup entendu dire les conjoints et même les familles de personnes qui ont maladie d'Alzheimer, je m'occupe d'une personne, mais je ne la reconnais plus. Ce n'est pas la personne que j'ai connue avant, c'est une personne différente.
Ce sentiment d'impuissance peut devenir intolérable. Et une question qu'on ne se pose jamais, donc j'aime bien la poser, c'est au moment de l'arrêt de l'aide, soit par choix, soit par impossibilité, soit par décès, un constat apparaît, l'absence de vie normale. Doit-on anticiper et comment ? Je ne connais pas d'organisme qui aujourd'hui réfléchissent à ce sujet-là. Un tiers des aidants meurent avant l'aider. Statistique de l'adresse. Après nous, qui s'occupera de l'aider ? Comment ? C'est une question aussi que les familles se posent en permanence. Quand je ne serai plus là, comment ça va se passer ? Qui va s'en occuper ? Qui va lui faire des bisous ? Peut-on bien prendre en compte les soins des autres quand on n'est pas bien soi-même, quand on ne prend pas bien de soi ? Prendre soin de soi est un devoir. Alors ça, on le répète, hein, tous les aidants, prenez soin de vous, passez vos visites médicales régulièrement. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais qui c'est qui le fait ? On n'a pas le temps. Alors, il y a des plateformes d'accompagnement, de répit qui ont été créées. La question qui se pose, c'est sont-elles accessibles au bon moment, quand on en a besoin ? Ce n'est pas évident, il faut s'inscrire longtemps à l'avance. L'aidant est également un patient. 13% des personnes interrogées relatent que la question posée par les médecins, comment allez-vous, leur a été posée. Donc que les médecins ne s'intéressent pas particulièrement à la santé de l'aidant. Et pourtant, c'est essentiel pour la santé de l'aidé. Donc, il faut prendre en compte l'intervulnérabilité du binôme aidant-aidé, ce qui n'est pas prévu dans les cotations de la sécurité sociale. En cas d'hospitalisation, il faut souvent hospitaliser les deux, l'aidant et l'aidé. La SNERER a publié en 2022 une fiche repère sur le domicile qui liste les enjeux éthiques dominants rencontrés par les professionnels au contact des aidants, c'est-à-dire l'attitude de l'aidant, la constatation d'un risque de maltraitance ou d'insécurité, donc de l'aidant vis-à-vis de l'aidé. Le soignant est instrumentalisé, par exemple le secret professionnel, la loi du 4 mars 2002 dont on a parlé ce matin largement. Qu'est-ce qu'on donne comme information ? Les demandes de l'aidant sont hors cadre professionnel. Il n'y a personne pour les traiter. Bon, il y a les conflits aidés-aidants que les professionnels peuvent rencontrer également. Et il y a aussi l'aidant qui, épuisé, refuse de l'aide. Ça, les professionnels doivent le rencontrer, surtout les professionnels de domicile. Se pose la question de l'entrée en EHPAD en ayant une problématique sécurité, sécurité-liberté. L'ANESM a édité en 2014 un guide pour les professionnels pour le soutien des aidants, dans le sens d'une collaboration et la prévention des risques. Je ne sais pas si elle est très connue de la part des professionnels, vous me le direz peut-être. Et l'aider a aussi des impacts sur l'aidant que je ne traiterai pas ici. Les enjeux sociétés autour de l'aidant. J'ai parlé tout à l'heure que la société avait aussi une part de responsabilité dans la situation actuelle. Donc, les conséquences familiales sur le couple, la fratrie, la famille au sens large sont-elles prises en compte ? Il y a des conséquences financières pour l'aidant et pour les personnes aidées. L'arrêt de l'activité, la plupart du temps, soit totalement, soit partiellement, et donc une perte de ressources. Des conséquences sociétales, l'isolement aussi que rencontrent ces personnes-là, des conséquences sur le domicile. Au niveau du handicap, c'est le lieu par rapport à l'accessibilité aux services aussi. Pour les personnes âgées, c'est l'EHPAD, avec ou sans place. Le domicile représente l'intimité, les liens affectifs. Ce n'est pas toujours le choix de l'aider et de l'aidant. Ce peut être qu'un second choix. L'absence de reconnaissance du travail de l'aidant au niveau de l'employeur, on commence un petit peu à en parler, mais
parce que c'est intéressant pour l'employeur de savoir que la personne est aidante, comme certains lycéens ou étudiants sont aussi des aidants. Les MDPH, quand on leur pose la question à l'envers en disant avec ce que vous nous attribuez, comment on fait, il n'y a jamais de réponse. Donc il y a les collectivités locales également qui sont associées au MDPH parce qu'ils ont un budget contraint. La rémunération peut jouer un rôle dans la décision. Une PCH, par exemple, prestation de compensation du handicap, c'est de 3,73 € de l'heure à 5,59 € de l'heure, suivant les cas. Pour l'APA, c'est 7,60 € de l'heure. Vous voyez que les ressources, c'est pas terrible pour ceux qui s'en occupent. C'est vraiment une perte de ressources. C'est du bénévolat. Et de plus, les aidants doivent en permanence prouver la sincérité de leur engagement et fournir beaucoup de justificatifs. Un exemple que j'aime bien aussi mettre en avant, les visites médicales. On a parlé tout à l'heure, enfin ce matin plutôt, de la présence des aidants aux visites médicales. Mais l'accompagnement, il est reconnu par personne. Le besoin d'accompagnement n'est reconnu par personne. C'est du temps passé, c'est du temps non rémunéré, bien entendu. En conclusion, donc, je n'ai pas abordé ni l'annonce ni l'information éclairée due aux patients, parce qu'on en a parlé ce matin. Et ce qui ressort des discussions entre représentants âgés, c'est qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois, si ce n'est une loi grand âge. Il faudrait déjà appliquer celle existante. La loi du 11 février 2022, par exemple, en ce qui concerne le handicap. 22 ans après, elle n'est toujours pas appliquée dans son intégralité. L'aidance met en lumière des enjeux éthiques qui dépassent la seule question du soin. La solidarité familiale et la responsabilité collective, c'est une problématique éthique. Le lien affectif et la reconnaissance institutionnelle. Il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle du lien affectif qui peut exister entre plusieurs personnes. Et l'autonomie de l'aidant et de l'aidé via leur projet de vie. Donc en conclusion, les politiques publiques doivent être regardées, doivent élargir la réflexion économique en intégrant la dignité, la justice sociale et surtout la reconnaissance du rôle essentiel de ces acteurs-là. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions, des sujets? Je peux illustrer certains points. Bien, merci beaucoup de ce témoignage sur le proche aidant, proche aidé, un binôme un peu de fatalité aussi, qui est fondé sur les liens affectifs. Donc ça nous éclaire par rapport à ce qu'on disait ce matin et au rôle de chacun. Merci beaucoup. On va écouter maintenant Jacques Serpette qui va nous donner un témoignage. Formateur indépendant et ancien directeur général de l'ADAPI. On vous écoute. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci à cette invitation qui me touche et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Pour préparer cette intervention, j'ai relu le descriptif de la journée et j'ai été frappé par la pertinence et des sujets abordés. Le respect des droits fondamentaux, le partage du secret médical, la liberté d'aller et venir, l'accès à une vie amoureuse et sexuelle, la contention, etc. Et surtout, cette question centrale, comment partager l'information et le consentement avec les patients, les résidents et leurs proches, tout en respectant l'autonomie du sujet. Je rajouterais, tout en respectant la dignité ou le droit de la personne. Cette problématique fait écho à ce que j'ai vécu sur le terrain. Des familles qui sollicitent des informations que nous ne pouvons pas leur donner, des professionnels en difficulté face à ces demandes, des familles essentielles, détentrices d'informations importantes pour la qualité des soins ou de l'accompagnement, parfois des familles envahissantes, mais aussi des familles ignorées. De l'autre côté, des personnes accompagnées, infantilisées, des personnes qui ne sont pas réellement prises en compte, parfois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste 2 mots sur mon parcours. J'ai été 17 ans directeur d'un dispositif pour des personnes avec des troubles du développement intellectuel, gérant un ESAT et des services habitat, où nous accompagnons les personnes non seulement par le travail, mais pour l'ensemble de leur vie sociale.
Puis pendant 6 ans, comme ça vient d'être dit, j'ai été directeur général de la DAPI 27 qui accompagnait 1200 personnes, enfants et adultes, toujours avec le public, avec des troubles du développement intellectuel. On a à cette occasion écrit une charte éthique qui a été née avec le soutien précieux de l'ERN, qui a traité des questions complexes comme la contention, vous le savez, le droit à une vie sexuelle pour les personnes polyhandicapées, le refus de soins, comment c'est pris en compte dans les établissements. Et aujourd'hui, jeune retraité, je suis consultant et formateur sur les domaines et particulièrement sur la question de la valorisation des rôles sociaux. Avant ce changement, juste une petite histoire, je vais introduire par une petite histoire que j'ai vécue en 2002. Je lançais une nouvelle méthode d'élaboration des projets personnalisés. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les projets personnalisés, c'est une obligation depuis la loi 2002 pour écrire effectivement les prestations fournies par les établissements et services. Et je lançais un peu une petite révolution où la personne était là du début à la fin. Elle était présente dès le début. C'est elle qui avait le pouvoir de décider de ce qu'elle voulait. Avant cette pratique, une toute autre méthode était mise en œuvre. Le projet était préparé par les professionnels seuls. Puis, une fois élaborés, ils étaient présentés à la personne et à sa famille, quelquefois sur un bout de table ou quelquefois en y prenant un peu plus de temps. Mais le projet est élaboré sans la personne. C'était au début de ma carrière, en janvier 2002. Comme les juristes le savent, une loi a été importante, la loi de janvier 2002, qui a donné une toute autre place à la personne. Elle réaffirmait notamment cette place de sujet de droit et cette signature d'un contrat où on parlait de co-contractualisation, un contrat avec le représentant de l'établissement et la personne. 2 signataires, 2 pouvoirs égaux. Alors, en début de réunion, je précisais l'objectif de cette rencontre. Nous allions décider ce que l'établissement ou le service allait apporter pour répondre au projet de la personne, répondre à ses besoins, des besoins émis et exprimés par elle, et non des besoins imposés par des professionnels seuls. Bien sûr, des propositions pouvaient lui être faites, mais ce serait à elle seule de les retenir ou non. Et puis arrivait un moment très important, un temps essentiel. Je demandais à la personne qui allait décider de ce contrat, qui allait préciser de ce qu'elle allait bénéficier pendant une année. Et la personne, presque tout le temps, énonçait toutes les personnes, le tuteur, l'éducateur, la famille, le directeur, mais jamais la personne elle-même. Alors je disais non, ce ne sont pas ces personnes-là qui allaient décider. Non, ce n'est pas les parents, le mandataire non plus, l'éducateur encore moins. Et je finissais par donner la bonne réponse, c'est vous qui allez décider, vous qui allez signer. Et là, souvent un silence, parce que depuis des années, d'autres personnes décidaient pour elles. Des professionnels avaient l'habitude de le faire, de ce qui était bien pour elles, et ce simple moment, cette reconnaissance devenait un acte fondateur, un déclic, un changement de posture, je pense un début d'émancipation. Comme vous le savez, la plupart des personnes avec un trouble du développement intellectuel ont l'habitude qu'on le décide pour elles, et particulièrement pour les plus jeunes. Alors, tenant compte de cette situation, peut-être que c'est une pratique qui, pour leur faire comprendre que c'est à elles de décider, dont ils n'ont pas toujours conscience, on peut peut-être, dans d'autres moments de leur vie, leur repréciser que c'est à elles de décider, de leur poser la question, mais qui va décider de ce dont on a parlé? Pourquoi pas dans des moments d'entretien de soins? Je pense que la question de l'autonomie des personnes avec une déficience intellectuelle ne se décrète pas. Il s'agit d'une compétence qui nécessite du temps. Un apprentissage est nécessaire pour ces personnes, un apprentissage qui nécessite que tous les acteurs se mobilisent et aident la personne à exercer son autonomie. Cette autonomie a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être soutenue par les personnes qui l'entourent, sa famille, les professionnels du médico-social et bien sûr ceux du soin. On m'a demandé de réfléchir plus particulièrement sur le public jeune adulte, une période charnière. Les personnes quittent le secteur enfant pour entrer dans le monde adulte. Ils sont accompagnés par des services ou admis en établissement. Et là, la question se pose, comment respecter leurs droits fondamentaux? Là aussi, il me paraît nécessaire de les accompagner dans cette prise de conscience, prendre conscience, quelquefois pour la première fois, que c'est eux, ce n'est plus leurs parents qui décident. C'est leur vie, qu'ils sont des adultes avec des droits. Et cet apprentissage doit pouvoir s'acquérir au quotidien. Les familles sont souvent essentielles, bien sûr,
mais elles sont parfois surprotectrices. Prenons l'exemple de la vie amoureuse et sexuelle. Certaines familles ont du mal à accepter que leur enfant devenu adulte ait une vie sexuelle. Parfois même, ils s'y opposent. Elles s'y opposent. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit de relations homosexuelles. Reconnaître que leur enfant a grandi, qu'il est aujourd'hui un adulte, n'est pas toujours simple. Même pour les familles avec un enfant neurotypique, cela ne l'est pas toujours. Mais alors pour une famille avec un enfant en situation de handicap, c'est encore plus sensible. Il faut pourtant que la famille accepte qu'il a les mêmes droits que n'importe quel autre adulte, le droit de choisir, le droit d'aimer, le droit de vivre sa vie. Regardons maintenant du côté des institutions. Il n'y a pas que les familles qui surprotègent. Pour les institutions et les professionnels du médico-social, ce n'est pas toujours mieux. Parfois, les établissements interdisent les relations sexuelles. J'ai été surpris d'apprendre encore récemment que des professionnels se demandaient s'ils avaient le droit de se tenir par la main. Oui, c'est assez incroyable, mais c'est une réalité. Et puis les espaces de soins, tout le monde en aura pour son grade cet après-midi, des patients adultes d'emblée tutoyés ou ignorés par le regard, le médecin parlant à sa famille sans même s'adresser ou adresser un regard à la personne. À ce stade de mon intervention, je souhaite évoquer la question de l'autodétermination. On en parle beaucoup, c'est une question essentielle. Certains disent que c'est une mode, mais non, c'est une exigence. Permettre à chacun de choisir sa vie, des choix simples aux choix les plus importants. Choisir ses menus, ses vacances, le choix des soins nécessaires à sa santé, de sa contraception. L'autodétermination, c'est aussi décider de partager ou non des informations médicales. Il y a aussi des choix beaucoup plus importants, se marier, avoir des enfants, mais aussi le choix de sa fin de vie. Et s'autodéterminer, cela s'apprend. Faire ses propres choix. Je pense qu'on ne saisit pas toujours les changements de paradigme et les changements fondamentaux que ça représente, cette manière de travailler. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est changer en profondeur, changer le regard, changer les postures. Cela demande de prendre conscience que les pratiques actuelles sont éloignées de cette orientation. Cela demande du temps, là aussi, cela demande de sortir de la logique de faire pour aller vers le faire avec, et parfois le laisser faire. L'autodétermination n'est pas innée, elle se développe par l'expérience, l'éducation et le soutien. Il est essentiel de créer des opportunités pour que les personnes puissent expérimenter, puissent prendre des décisions et apprendre de leurs erreurs. Un environnement facilitateur est nécessaire, un cadre de vie adapté, des outils de communication accessibles, je vais y revenir rapidement, et une posture bienveillante des intervenants sont indispensables pour permettre à la personne de s'exprimer librement et de prendre des décisions éclairées. La place de l'entourage est souvent essentielle pour réussir ce cheminement de vie. Des familles expertes est essentielle. Des familles qui connaissent leurs enfants, leurs habitudes, leurs besoins, leurs fragilités. Ces informations sont précieuses, surtout pour les jeunes les plus vulnérables, ceux qui ne parlent pas. Leurs expertises sont essentielles. Pourtant, elles sont rarement reconnues par les parcours de soins. Et un constat largement partagé dans plusieurs études, et notamment la plus récente de l'adresse, les proches aidants en 2023 soulignent que les aidants sont rarement intégrés dans les décisions médicales malgré leur rôle central dans le quotidien des personnes aidées. Mais parfois, les familles peuvent infantiliser, empêcher l'envol, créer des conflits de loyauté. Comment quitter un foyer collectif pour prendre son appartement pour la première fois sans le soutien de sa famille? Comment choisir sa vie sans trahir leur culture? Il faut accompagner les familles dans cette transition, les aider à passer du rôle de protecteur à celui de soutien. Reconnaître leur expertise, mais aussi poser des limites. Une famille d'un enfant devenu adulte, un adulte avec tous ses droits. Je voudrais arriver sur la question des jeunes non-verbaux. La question est encore plus complexe pour ceux qui ne parlent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne communiquent pas. Mais leurs droits sont pourtant les mêmes. Ils doivent pouvoir s'exprimer. Se faire comprendre est bien sûr un préalable dans l'exercice du respect de son autonomie. Être entendu. Et là, des outils existent, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en fait, ils se développent, des outils de la CA, de la communication alternative et améliorée, des outils bluffants, des outils qui permettent de communiquer, de dire ce qu'on pense, de dénoncer parfois même des maltraitances. La communication alternative et améliorée regroupe un ensemble d'outils et de stratégies destinés à aider les personnes ayant des difficultés de communication orale. Juste quelques exemples. Il existe des pictogrammes et images utilisés pour représenter des mots, des actions ou des émotions, facilitant la compréhension et l'expression. Des moyens arrivent et se développent avec l'IA
Plusieurs applications et logiciels existent. Ils permettent de construire des phrases à partir de pictos, de textes. Je pense même que certains d'entre vous ont dû voir plein de moments des personnes communiquer avec ces outils-là, notamment avec des personnes atteintes de la maladie de Charcot. C'est des outils qui se développent, qui sont amenés avec l'IA. On en parlait tout à l'heure avec un doctorant qui vont aller même beaucoup plus loin sur la communication des personnes. Des tableaux de communication aussi, des supports visuels organisés par thème, des langues de signes ou des gestes naturels peuvent remplacer la parole, et d'autres outils sur des symboles et couleurs, etc. Ces outils doivent être adaptés aux besoins de chaque personne et peuvent évoluer avec elle, là aussi. Ils vont se développer. Une circulaire récente impose leur présence dans chaque établissement. Mais là aussi, ça demande des moyens, de la formation et de l'adaptation. J'ai vu des jeunes non-verbaux raconter avec ces outils leur journée à leurs parents. Quotidiennement, ces personnes permettent à ces personnes de choisir leur activité, choisir leur menu, leur repas, leur projet. Et je le disais tout à l'heure, j'ai appris qu'un jeune avait dénoncé des abus grâce à ces outils. Il pourrait aussi, bien sûr, leur permettre d'accepter ou non les soins proposés. Je suis persuadé que de nombreuses personnes dans la salle ont pu être bluffées, ont des exemples marquants sur des capacités des personnes où on est persuadé que la personne ne sait pas parler ou a des troubles cognitifs. Et dans les faits, avec des outils adaptés, ces outils permettent une communication et que les gens puissent s'exprimer. Nous ne nous interdisons pas d'être surpris par la capacité des personnes à exprimer leurs souhaits ou la volonté. Toutefois, quand la communication est trop réduite, la place de la famille et de l'entourage devient alors essentielle. Ainsi, elles peuvent exprimer ce que la personne apprécie, est aussi peut-être porte-parole, ce que la personne apprécie ou n'apprécie pas, et choisir en recherchant à chaque fois le choix de la personne accompagnée, au même titre de ce qui a pu être évoqué ce matin. Même quand, effectivement, les troubles de la communication sont majeurs. On le sait, beaucoup de choses de la personne. Les familles, mais aussi les professionnels du médico-social qui entourent la personne et qui connaissent la personne. Juste quelques pistes pour que cette dernière phase, quelques pistes pour avancer. Je vais parler 2 mots de VRS, de valorisation des rôles sociaux. Je pense qu'il faut prendre conscience que notre système tend souvent à renforcer les exclusions, à infantiliser, à sous-estimer les capacités des personnes. Et ce système, nous y participons tous. Je n'ai pas le temps de développer, mais là où nous sommes, nous pouvons participer à transformer ce système vers une société plus inclusive. Le premier point que je pense qu'on peut travailler, c'est jamais sans eux, ça a été dit tout à l'heure aussi ce matin, jamais sur eux sans eux. Sauf situation singulière, mais cela doit rester l'exception, parler en la présence de la personne. S'adresser à elle, même si la personne sonne non-verbale, en la présence des familles. Permettre et favoriser une présence des familles, mais toujours avec l'autorisation. Demander si elle souhaite la présence de sa famille. Parfois, elle le refuse, c'est rare, mais elle peut le refuser. Et même s'il est évident qu'elle va accepter, le fait de poser cette question est symbolique. Souhaitez-vous que votre famille soit présente ? Ce moment permet d'affirmer son statut d'adulte, son autonomie et sa place. Troisième point, le principe de capacité, posé comme préalable que la personne est capable. Capable de comprendre, capable de décider, capable de vivre sa vie. Enfin, on en parlait, le quatrième, c'est de développer les outils de CA dans le médico-social, mais aussi, je pense, dans le champ du soin. Je suis impressionné que c'est des outils encore assez méconnus. Former les paramédicaux, former aussi les médecins, adapter des outils à chaque personne. Et enfin, le dernier point, accompagner la personne à s'autodéterminer. C'est l'affaire de tous. On l'a vu, cela nécessite du temps et une implication. Et pour conclure, les proches ont une place précieuse, mais pas une place dominante. La personne doit être au centre, actrice, citoyenne, libre. Et nous, professionnels, devons être le garant de cette liberté, pas les gardiens des normes, pas les juges de ce qui est bon ou pas, mais les accompagnants d'un chemin choisi. Et enfin, pour conclure, permettez-moi de citer Goethe, que certains connaissent, cette citation qui a donné beaucoup de sens à beaucoup d'équipes. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils doivent être, et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Merci de votre écoute. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions ? Bien, on va passer donc à François Leroy, PUPH, médecine physique et réadaptation, unité Caen Normandie. C'est à vous, professeur. Merci. Merci.
Tout d'abord, merci Grégoire d'avoir fait appel à moi pour répondre à cette question: comment et pourquoi partager la décision avec ses proches? J'inverse d'ailleurs la proposition: pourquoi et comment, ça me paraît mieux. Oui, ça m'a permis en effet de relire, de faire une relecture de ma pratique. Alors l'important de dire quand même d'où je parle: je suis médecin de médecine physique et de réadaptation, plus simplement médecin de rééducation, parce que ça va quand même plus facile. Servant ces hommes et ces femmes atteints de maladies générant de graves déficits moteurs, cognitifs et ou sensoriels, aux conséquences fonctionnelles d'importance, car se répercutant sur la vie personnelle, la vie professionnelle, familiale, sociale. Et durant 40 ans, je fus à l'école de ces patients porteurs de myopathie, de sclérose en plaques, d'hémiplégie, de traumatisme crânien, entre autres, afin de les aider à se construire, ou plus exactement à se reconstruire. Et durant 30 ans, je me suis efforcé de transmettre mes connaissances à mes plus jeunes collègues. Vous imaginez bien qu'un tel travail ne peut se faire seul et requiert, en dehors du médecin, de nombreux intervenants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, je passe, ça me permet d'aller plus vite. Une mise en relation et en synergie de tous s'impose afin d'abord d'être efficace en ne négligeant aucun avis, d'être pertinent en rendant le patient acteur central de la décision, et pragmatique car intégrant à la réflexion, sinon la famille, en tout cas l'aidant, car porteur du contexte écologique. Alors je vous raconterai d'abord 2 petites histoires qui ont marqué ma pratique. Oh, ça ne se vit plus aujourd'hui, vous allez pouvoir constater, c'est de l'histoire ancienne. D'abord, Madame B est âgée de 67 ans. Elle est paralysée des 2 membres inférieurs avec des troubles sphinctériens très invalidants, en particulier sur le plan digestif. Pardon pour cet aspect trivial de la description clinique, mais ces troubles ont ici une importance cruciale. Cette paralysie est due à un envahissement des méninges, de la moelle épinière, dû à un cancer pulmonaire. Elle est en rééducation car grâce au traitement de la tumeur initiale, un mieux moteur a vu le jour. C'est pourquoi nous l'apprenons dans le service. Et effectivement, nous pouvons constater qu'il y a un mieux, mais qui n'aboutit malheureusement pas à une autonomie de la marche. Par contre, sur le plan des troubles sphinctériens, aucun résultat. Alors, chemin faisant, le temps de la sortie fait jour. Et pour la préparer, un week-end thérapeutique est organisé. Puisque la patiente décide de rentrer chez elle et son mari est tout à fait d'accord pour cela. Petite difficulté que l'on a déjà ou qu'on présume déjà, leur habitat est un duplex avec chambre et sanitaire à l'étage et un escalier. Pas franchement pratique. Néanmoins, le week-end se fait. C'est une catastrophe. Face aux troubles sphinctériens, le mari avoue ses limites et revient sur sa première décision. Lors de la réunion de synthèse qui suit, réunissant l'ensemble des thérapeutes, bronca sur le mari. Les soignants portent un jugement négatif sur celui-ci. On pourrait dire une vraie coalition anti-mari. Et pourtant, les faits sont là. Habitation inadaptée, aides humaines à domicile de quelques heures, ne permettant pas de gérer les troubles sphinctériens qui, eux, n'ont pas d'horaire, et limite avouée du mari. Ici, comment faire sans prendre avis totalement du proche, sans qu'il ne devienne la clé de voûte du retour souhaité initialement?
Or, ces difficultés au retour au domicile, et nous l'avons vécu à ce moment-là et avec d'autres observations de cette nature, sont malheureusement fréquentes, je dirais hebdomadaires, à chaque réunion de synthèse, et viennent heurter le plus souvent les plus jeunes d'entre nous, de l'équipe. Et c'est pour cela que, suite à cette histoire dramatique, nous avons mis en place, dans le cursus de formation des internes de la spécialité, un séminaire annuel sur un thème cher à Jean Houry, le père de la psychiatrie institutionnelle, intitulé « Qu'est-ce que je fous là ?», permettant à chacun d'apprendre, à partir de cas concrets et présentés par eux-mêmes, à se positionner et à positionner chaque acteur de la décision, dont la famille. Je me permets ici de mentionner l'importance d'introduire cette culture dans nos pratiques professionnelles. Le deuxième cas, je serai plus court. Monsieur J est porteur d'un handicap lourd, comme son frère d'ailleurs. C'est un jeune adulte très entouré par sa famille. Son handicap associe des troubles moteurs, des troubles mentaux, avec une communication quasi impossible. Seuls ses proches, et en particulier son père, sont capables de comprendre et de traduire ce que l'on pourrait considérer comme des borborigmes inarticulés. De retour de la structure, un soir où il est en charge durant la journée, M. J est victime d'un accident de la voie publique. L'état est grave. Le père est prévenu par l'institution. Et il se rend évidemment immédiatement au service des urgences. À ce moment-là, M. J est encore conscient, mais en dépit des demandes du père proposant ses services de communication, eh bien, l'entrant ne lui sera pas donné. Quelque temps plus tard, M. J meurt. Or, nous connaissons l'importance de l'interrogatoire pour guider le praticien. Y a-t-il eu perte de chance? L'intervention du père aurait-elle modifié la suite et évité ce départ prématuré du fils? Personne ne peut répondre. Mais en tout cas, le père n'en est pas resté là. Développant sa réflexion, activant ses réseaux, emportant l'adhésion de beaucoup, une charte spécifique pour la prise en charge des soins des personnes vivantes avec un handicap a vu le jour en 2014. Beaucoup ici auront mis un nom sur cette charte. C'est la charte Romain-Jacob, bien sûr. Elle est venue renforcer notre volonté commune au doyen de l'époque, qui était Emmanuel Touzé, et à moi-même, de mettre sur pied un séminaire annuel de sensibilisation d'une semaine pour les étudiants qui passaient du L1 au L2, c'est-à-dire de jeunes frais moulus qui ont ainsi, durant une semaine entière, préparé par une journée de présentation et une journée de synthèse à l'issue, quelques semaines plus tard, eh bien de plonger dans cette intimité du handicap. Relayé d'ailleurs en cela par un réseau qui est sur la Normandie, un réseau qui s'appelle le réseau des services à la vie autonome, fait de professionnels du médical et du médico-social. Alors maintenant, je peux peut-être essayer de répondre à la question qui m'a été posée. Pourquoi et comment partager la décision? Je ne parlerai pas des enfants, ma compétence est ici très, très relative, sauf peut-être chez les enfants myopathes, mais bon. Alors pourquoi partager? Pour moi, c'est une affaire de bon sens, tout simplement. Personne ne vit au milieu de rien, à part les SDF, et encore, et peut-être malheureusement de plus en plus les personnes atteignant un grand âge. Nous évoluons pour la plupart d'entre nous au milieu de cercles concentriques relationnels. Le premier cercle, le plus intime, le plus présent, est constitué, et nous l'avons largement évoqué, du conjoint, des frères et sœurs, parfois des parents. Leur aide permet de rentrer de plein pied dans la réalité de la vie.
Je parlais tout à l'heure de contexte écologique. Si l'on désire prendre des décisions pertinentes, il faut s'efforcer de coller à ce que pouvait être la vie antérieure du patient. Construire un projet, c'est une personne isolée de tout contexte social, relationnel. C'est vraiment voué à l'échec par expérience. Certes, grâce aux lois sur le handicap de 1975, merci Madame Simone Veil, et de 2005, l'éventail des possibles s'est élargi de façon significative. Mais en matière d'aide humaine, nous avons toujours besoin de l'aidant familial. Pour assurer le H24, ou dit plus clairement le tour de l'horloge, enfin 2 fois d'ailleurs. Comment prendre dans ces conditions une décision impactant une personne sans l'associer? Et même plus, en ayant une véritable politique d'accompagnement pour ne pas la voir s'épuiser à la tâche et abandonner son tablier de serviteur devenu trop lourd. Alors, comment partager la décision? J'ai aucune recette toute faite, mais je peux témoigner de mon vécu. Je parlais tout à l'heure des réunions de synthèse, et il m'est apparu par ailleurs, donc qui réunit l'ensemble des professionnels, qui fait langue avec le patient et sa famille. Et par conséquent, ce lieu, je pense aussi en parallèle qu'il ne faut pas multiplier les lieux de décision et qu'il faut s'appuyer plutôt sur ces lieux qui habituellement assurent cette fonction. Pour dire cela, je m'appuie sur l'expérience. Je crois que le premier pas est de mettre en place un lieu pluriel où l'on se colte le quotidien, même pour les petites choses. Cela permet de développer cette culture de la décision réfléchie, discernée, discutée. C'est cette culture de la décision plurielle qui permet, ce premier pas fait, d'aborder des sujets de plus en plus délicats, d'associer des participants occasionnels, le patient bien sûr, l'aidant familial, et même des conseils extérieurs permettant d'éclairer notre lanterne, comme par exemple l'espace éthique de l'établissement. Pour finir, je dirais que je ne sais pas s'il est bon de légiférer encore. Appliquons peut-être la loi et toute la loi. Mais soyons attentifs à ce qu'il n'y ait pas d'entrave à l'accueil de tous pour une décision la plus adaptée possible et pérenne. Je vous remercie. Merci infiniment. Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut intervenir? C'est après le déjeuner, hein, je crois que... Oui. Je voulais souligner que le dynamisme que François a initié au passé est encore très présent, puisque toutes les générations, depuis que vous avez mis en place la semaine handicap pour nos étudiants, perdurent jusqu'à cette semaine, puisque ça démarre voilà, dans les jours ça qui me viennent. fait très plaisir. Et que, il faut le souligner, parce qu'on parle beaucoup de temps en temps des grands plans qui, nationaux, auraient des difficultés à voir naître sur le territoire. Là, c'est l'inverse. C'est un grand plan territorial qui mériterait d'être développé au plan national et qui repose que sur des initiatives territoriales. Avec, tu l'as cité, quand même, c'est important de le dire, aujourd'hui, 200 étudiants à prendre en charge pour ce qu'une promo... Et 200, surtout, 220 il y a étudiants. quelque chose aussi qui est remarquable, ça a été que les établissements médicaux, sanitaires, se mettent à travailler avec les établissements médico-sociaux. Et ce qui permet de revaloriser la qualité du travail fait dans les établissements médico-sociaux. Ce sont souvent les oubliés de l'histoire, du moins dans la presse. Et que, comme nous sommes des passionnés, mais je vais redire différemment ce que je viens de dire, du coup, les étudiants en médecine démarrent leur cursus par ce type d'établissement, et on peut espérer que ça générera des réflexes différents dans les années à venir, du moins moi j'en suis convaincu. Oui.
Mais c'est vrai que je voudrais rajouter, c'est incroyable la méconnaissance qu'il y a entre le secteur, entre les acteurs du soin et les acteurs du médico-social. Il y a des idées reçues qui sont complètement fallacieuses. Et c'est vrai que ce type d'expérience est vraiment tout à fait intéressant. Mais c'est à développer. Et les Rennes est un espace aussi où les acteurs se rencontrent du médico-social et du soin. Il n'y en a pas tant que ça, des espaces comme ça, et je pense qu'on gagnerait tous à mieux s'identifier, à mieux connaître les compétences et les intérêts et les expertises des uns et des autres. D'autant plus que dans notre travail de terrain, on s'aperçoit que les problématiques sont complètement transversales. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout attaché à un type d'établissement. Ce sont des problématiques purement humaines, souvent très institutionnelles, et peu importe l'institution en réalité. Moi, j'avais été surpris qu'il y avait beaucoup de médecins qui pensaient... on avait une maison d'accueil spécialisée avec un peu plus de 50 personnes hébergées dans la structure. Les médecins étaient persuadés qu'il y avait une équipe médicale. En tout et pour tout, on avait 0,20 médecins pour tout l'établissement. Donc les gens, en plus, se font des idées, et donc il y a un accompagnement qui est complètement inadapté quelquefois, où ils pensent donner le relais d'un relais qui n'existe pas. Donc moi, j'ai juste un message pour toi, Grégoire. C'est que ce qui a été initié en première, enfin la jonction de la première, deuxième année, début de la deuxième année, est-ce que cet espace d'expérience et de parole ne peuvent pas perdurer chaque année, pas sous la forme d'un séminaire, mais des lieux. Moi, j'ai le souvenir à Paris-Ouest, quand j'étais chef de clinique, on était les docteurs, entre guillemets. Nous avions des 4 ou 5 étudiants par année avec qui on avait cette capacité d'écouter leurs questionnements sans avoir toujours les éléments de réponse. Mais c'est tellement important d'apprendre un professionnel à avoir un regard critique sur sa pratique. Merci pour vos interventions qui étaient absolument passionnantes. Je voulais aussi témoigner, vous proposer l'idée que la participation des proches ne commence pas au moment où il y a des questions cliniques qui se posent, mais peut-être au départ, même quand on conçoit des dispositifs et des institutions. Et on a pu avoir l'heureuse expérience de porter avec une association de familles dans le champ de l'autisme, qui s'appelle Autisme en Île-de-France, avec qui on a fait un projet commun de diagnostic et intervention pour des petits de moins de 3 ans dès qu'on repère des risques d'évolution autistique, et de porter ensemble ce projet auprès de l'ARS. Et donc, on a obtenu 1 million d'euros par an pour le fonctionnement, qui est co-géré, en fait, c'est géré par l'association, mais avec le soutien du centre de diagnostic du service universitaire. Donc, on peut, au départ, concevoir, réfléchir ensemble en partenariat quelles seraient les places des uns et des autres, les contributions respectives, et ensuite, y compris dans les instances de décision, de portage, tous les comités, etc., penser les questions ensemble, ce qui ensuite a des conséquences majeures à tous les niveaux. Ça me fait penser à un concept développé par l'UNAPI depuis quelques années, c'est la question de la triple expertise. Et c'est vrai que l'expertise des familles, elle est souvent complètement sous-estimée et sous-utilisée. L'expertise des personnes accompagnées, hein, c'est de même. Mais en tout cas, l'ensemble de ces expertises permet effectivement de développer, et notamment la genèse de certains projets, bien sûr, des projets les concernant, hein, bien évidemment. Cette expertise, elle est souvent précieuse et riche. Je suis obligé de répondre à François, pas obligé, parce que j'ai l'impression que je serais contraint, alors que c'est avec plaisir que je le fais. D'abord, pour signaler aussi la présence de Benoît Weber, qui est le doyen de Rouen, parce que je pense qu'il va partager mes propos. En fait, vous le savez peut-être pas tous, mais les facultés de santé, qui donnent aussi des facultés de santé, s'ouvrent dans la dimension pédagogique à la parole des patients et des proches. Et moi, quand j'étais jeune étudiant, j'ai toujours été étonné que l'annonce de la maladie soit traitée par un médecin qui dise comment il faisait. Bon, c'est bien. Mais en fait, le vrai approche pédagogique, c'est comment le patient et les proches l'ont vécu. Et donc voilà, on fait ces pédagogies désormais. Je ne sais pas si Benoît veut dire un petit mot là-dessus, mais je pense que c'est très très important de dire que les sujets qu'on traite aujourd'hui trouvent aussi leur écho dans les cursus de formation, quoi. Donc on essaye de prendre le relais, François. Merci Grégoire. Alors peut-être oui, deux, trois commentaires. Le premier, c'est que les doyens des facultés de santé, de médecine, ont signé la charte Romain Jacob.
l'année dernière, il y a un peu moins d'un an. Ça veut dire que toutes les facultés se sont engagées à former les étudiants à l'approche du handicap. Évidemment, toutes ne sont pas au même stade de l'approche et de la formation, mais enfin, c'est quand même un engagement qui est fort, et ça sera intéressant de le suivre. Le stage handicap se développe. Il a effectivement, Caen a été une faculté précurseur, mais dans beaucoup de facultés maintenant, cette semaine d'approche du handicap au début des études se met en place progressivement. Donc je pense que c'est un point positif que je voulais partager avec vous. En ce qui concerne les patients partenaires pour la formation, oui, bien sûr, hein, c'est maintenant quelque chose qui se développe de plus en plus. Il y a même des départements universitaires, des patients formateurs dans certaines facultés. Et il y a un texte réglementaire qui est sorti nous demandant de mettre en place ce partage avec des patients partenaires à différents stades de nos études. Donc là aussi, on avance hein, dans cette nécessité de ne pas être le médecin campé sur son piédestal. Merci. Non, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce qu'on sait sur la position des aidants dans le modèle de grande démocratie européenne? Est-ce qu'on est en termes de statut, est-ce qu'on est en retard? J'imagine par rapport aux pays d'Europe du Nord, mais est-ce qu'il peut y avoir un commentaire là-dessus? Et ensuite, si on regarde finalement de comment on va construire la réponse à une arrivée de plus en plus importante du grand âge, où on sait que le modèle public classique va pas pouvoir le faire, donc il va falloir de plus en plus s'appuyer sur probablement à la fois les aidants, mais aussi le milieu associatif. Est-ce qu'il y a une réflexion, je dirais pas seulement sur les aidants, mais aussi sur les aidants dans un modèle aussi qui va être plus complexe, avec à la fois certains nouveaux métiers de santé et le milieu associatif? Est-ce qu'il peut y avoir un ou deux commentaires de réponse là-dessus? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe et comment on envisage les aidants dans 20 ans? On n'a pas d'éléments de réponse sur la dimension européenne, en tout cas j'en ai une seule sur la question du care, ça a été évoqué tout à l'heure. La question du care va bien au-delà que les aidants proches, ça a été évoqué. C'est la question du soutien aux autres, c'est le problème de tout le monde. Et la question de son voisin, la question de son collègue, la question de... Et cet état d'esprit-là, qui, à mon avis, a besoin d'être développé en France, où on a un petit peu de retard. Et ça fait parallèle, pour moi, à la question de la désinstitutionnalisation. Hein. Et là, la France est quand même un peu regardée, et notamment par le Conseil de l'Europe et par l'ONU, sur le retard qu'on peut avoir. Et alors même s'il y a des places qui s'ouvrent sur quelquefois des institutions, globalement, la question de la fermeture des institutions, je ne devrais pas dire la fermeture, la transformation, il y a un Conseil d'État qui dit la question... Alors, c'est fermer des établissements, mais la question, c'est aussi comment les ouvrir. C'est comment, effectivement, un établissement peut être beaucoup plus inclusif, de petite taille, beaucoup plus au cœur de la cité, et qu'il puisse accueillir des citoyens intégrés dans des quartiers, dans des villages, tout ça. Et donc, la question du care, je pense qu'on a du retard, et les pays anglo-saxons semblent, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais semblent avoir un peu d'avance. C'est l'Europe du Nord, hein, de vivre avec. Alors, je pense qu'il y a des choses qui bougent. Hein. On en parlait sur le lycée, enfin, l'école, le lycée. On voit bien le comportement des jeunes aujourd'hui changer quand même un peu sur le fait qu'ils ont été habitués de vivre avec des personnes en situation de handicap. Alors, c'est vrai que je pense particulièrement aux personnes en situation de déficience intellectuelle, qui pourraient être aussi experts en fac de médecine. À mon avis, ils auraient des choses à dire. C'est une parenthèse. Mais en tout cas, je pense que oui, il y a des vrais sujets là-dessus, et qui, à mon avis, non seulement c'est important pour elles, mais c'est important pour tout le monde. Je défends cette idée que l'évolution de la société aurait intérêt à s'enrichir de tout le monde, et pas d'arrêter de mettre à l'écart des gens. Je pense que c'est une richesse globale. Merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là et surtout donner la parole à Guillaume Grandazzi pour finir cette table ronde. Merci Mylène. Bon, je vais essayer d'être très court. Je voudrais juste évoquer 3 points avec vous, revenir un petit peu rapidement sur la question de la famille et des proches, se demander aussi qu'est-ce que ça veut dire parler pour les autres. Parce que c'est aussi ce qu'on demande
aux proches, aux personnes de confiance, à la famille. C'est de porter une parole pour l'autre. Et puis enfin, revenir aussi sur la question qui a été un peu évoquée là, c'est de la décision en santé. Et aussi la place de la collégialité dans la décision en santé. D'abord parce que la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette journée, la place des proches dans la décision en santé, elle est d'abord le fruit d'une révolution dans le champ de la santé et de la médecine, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, est-ce que la santé, enfin la famille est un problème ou une solution? Force est de constater qu'elle a d'abord été vue comme un problème. Et les sciences sociales elles-mêmes se sont intéressées à la famille parce qu'elle constitue un problème pour les soignants, dans un premier temps. Et donc, parce qu'on était face à une médecine qui écrasait toutes les autres institutions dans les années 50, 60, et dont l'institution familiale. Hein, c'est la médecine qui pouvait apporter de l'aide aux patients, pas la famille. Et donc, la famille a été vue plus comme une source de problème, voire comme une source de pathologie. Aujourd'hui aussi, d'une certaine façon, ça peut être source de violence intrafamiliale, etc. Et il a fallu attendre quand même les années 70 puis 80 pour que des travaux en sciences humaines changent le regard qu'on portait sur la famille. Alors, c'est pas que grâce aux sciences humaines que le regard a changé, l'évolution de la société aussi, mais quand même, il y a eu des travaux, Elliot Freidson, Anselm Strauss aux États-Unis surtout, qui ont amené à porter un regard différent sur le patient lui-même, considéré de plus en plus comme un acteur de sa santé, mais aussi sur le travail, le travail profane des patients eux-mêmes et des proches des patients, qui ont conduit à envisager le travail de soins surtout comme un travail de négociation entre différents acteurs. Les professionnels qui participaient à la prise en charge, le patient lui-même et ses proches. Et donc, dans ce contexte-là, la famille, elle a été vue de plus en plus comme une collaboratrice pour les professionnels. Puis il ne faut pas oublier que sans les proches, sans les familles, le système de santé ne tiendrait pas une minute. Aujourd'hui, il exploserait complètement, puisqu'aujourd'hui, on se repose de plus en plus sur les proches, on diminue les durées moyennes de séjour, on fait de l'ambulatoire, le virage ambulatoire, etc. Tout ça a des conséquences sur les proches et leur place dans le système de santé. Le problème, c'est que la famille, elle est rarement vue par les professionnels eux-mêmes, sauf Jean-Marc Ballette et quelques autres, mais comme un système, comme une institution, comme une organisation, et le plus souvent, elle est vue comme une collection d'individus dont certains seraient plus la famille que d'autres. Alors le droit nous aide, le droit nous dit la famille c'est ça, les proches c'est ça. Mais dans la pratique quotidienne du soin ou du prendre soin, la famille, c'est quoi? C'est des fois c'est un contexte, un décor un peu en arrière-plan qui se trouve là. C'est ce qu'on attrape au passage. Hein, c'est les gens qui viennent, qui rendent visite à la personne, qui se manifestent. C'est un numéro sur un dossier de téléphone, etc. Donc c'est pas du tout vu comme les propos qu'on entendait ce matin de la maisonnée, etc., ou des conceptions plus juridiques de la famille. Ça peut être aussi une relation juridique à laquelle on se raccroche, hein, dans certains cas, l'autorité parentale, la filiation, etc. Ou ça peut être un point de vue particulier, dans un contexte particulier qui va être celui d'une décision de fin de vie, d'un placement en EHPAD, etc., où on va mobiliser des proches en particulier. Et puis surtout, parfois, la famille, c'est surtout un patient secondaire. C'est aussi un acteur dont on doit assurer la prise en soin parce qu'elle est complètement chamboulée, traumatisée par la situation du proche malade et vis-à-vis de laquelle il faut faire preuve de sollicitude. Et donc, de quelle famille on parle quand on parle de famille? On voit bien qu'encore une fois, dans la pratique elle-même, c'est très compliqué. C'est pas forcément la parenté dans son entier, mais quelques degrés précis de la parenté. C'est pas forcément les relations qui sont signifiantes pour l'individu.
qui ne sont pas toujours celles que l'observateur, même l'observateur en sciences humaines ou le professionnel vont prendre en compte. Sauf que c'est à ces acteurs-là qu'on va demander ensuite de prendre la parole au nom, notamment quand celui-ci ne peut plus le faire, au nom du patient, et pour témoigner de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut. Et d'ailleurs, bon, on peut quand même s'interroger sur la loi de 2002 et sur quand même la loi dit c'est aux patients de prendre les décisions concernant la santé. C'est quand même très fort quand même comme proposition. Et j'y reviendrai à la fin, mais enfin, quand on parle de décision, on parle de décision médicale. Donc là, il y a quand même un gros hiatus entre ce que dit la loi, où c'est le patient qui doit décider, et la question de la décision qui est toujours celle, en fin de compte, in fine, du médecin, dont il portera la responsabilité. Donc là, il y a quand même déjà un problème. Alors, quelle place pour les proches là-dedans? Quelle place pour la parole des autres? Parler pour les autres, c'est déjà une forme d'ambiguïté sémantique, parce que ça peut être parlé à la place des autres, ça peut être parlé en faveur des autres, et ça engage des actes de parole un peu distincts qui peuvent être aussi des vecteurs de domination ou d'exclusion de la personne dont on parle, finalement. Ça peut être un acte de représentation, dont on a parlé ce matin, qui va supposer une désignation, un mandat qu'on va donner à la personne pour parler en lieu et place de la personne représentée. Mais ça peut être aussi un acte d'interprétation. Par exemple, quand moi, sociologue, un psychologue ou un médecin vont tenter de donner du sens à un geste, à une parole, à un symptôme, etc. Et ça, au quotidien, tous les professionnels font ce travail d'interprétation. On interprète, par exemple, dans les situations de fin de vie, les demandes de mort des patients. Est-ce qu'il veut vraiment mourir en demandant la mort? On va essayer d'interpréter. Enfin, dans le soin quotidien, on est dans cette interprétation-là. Et puis, enfin, ça peut être aussi un acte de substitution, quand, et ça peut être dans la vie ordinaire aussi, pas seulement dans le contexte de soins, quand la parole d'une personne va se trouver empêchée par celle d'une autre qui prétend exprimer mieux les idées de la personne elle-même. C'est aussi un aspect un peu implicite de la relation de soins, quand Jacques disait on ne s'adresse pas au patient lui-même, on s'adresse à son proche, à sa famille, parce qu'on pense qu'elle va mieux exprimer les idées que la personne elle-même. Et donc là, on est dans un acte de substitution. Et puis, évidemment, à cette ambiguïté sémantique de qu'est-ce que c'est parler sur les autres, s'ajoute évidemment toute la diversité des situations de ces autres pour lesquels on parle et dont on parle. Personnes qui n'ont plus la capacité de parler, les personnes qui sont exclues, les personnes méprisées, les personnes qui subissent un déni de reconnaissance, etc., etc. Alors, d'un point de vue... La question, elle se pose aussi d'un point de vue encore plus politique. Là, on peut l'envisager dans un contexte de soins où il faut décider, etc. Mais d'un point de vue politique, elle se pose aussi, évidemment. Et c'est un collègue sociologue, Didier Ribon, qui l'a évoqué récemment dans un ouvrage où il parle de sa mère en EHPAD, qui s'appelle « Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple », où il porte la question justement de qui va porter la parole des personnes âgées dépendantes dans la société. On pourrait dire que cette journée est aussi une façon de parler en faveur des personnes les plus vulnérables qui n'ont plus cette capacité à défendre leurs intérêts, qui n'ont pas été désignées. On n'a pas besoin d'être désigné pour porter la parole. Alors on voit bien aujourd'hui qu'il y a des mouvements... même de personnes âgées, des associations, des collectifs, etc. Sont-ils représentatifs de l'ensemble des personnes âgées? C'est une autre question. Mais en tout cas, il y a cette volonté que les décisions, parce que la décision santé, ce n'est pas que la décision dans le colloque singulier, c'est aussi la décision de l'organisation du système de santé qui concerne aussi ces personnes-là, quel avenir on envisage pour elles. Et donc, c'est une question politique fondamentale qui...
dont on devra, je pense, de plus en plus parler. Comment faire entendre la voix de ceux qui n'en ont plus, comment leur donner une voix, notamment pour celles qui ne peuvent plus en avoir. Donc, rapidement, pour terminer, je voudrais évoquer cette question de la collégialité. La collégialité, elle a une origine, on va dire, religieuse, d'un côté, une origine juridique aussi, puisqu'elle est utilisée dans le droit quand plusieurs juges vont décider ensemble pour prendre une meilleure décision, plus indépendante, plus impartiale. Et elle est mobilisée aujourd'hui dans le soin avec cette idée que la décision qui résulterait de cette collégialité, de cette procédure collégiale, n'en sera que meilleure. Avec quand même cette différence très importante et qui peut être considérée en partie comme problématique, c'est que les juges, quand même, ils partagent en responsabilité. Quand ils prennent une décision, sauf si je parle sous le contrôle d'éminents juristes, mais il y a quand même cette idée d'un partage de la responsabilité de la décision dans le cadre de la collégialité. Ce qui n'est pas le cas dans le soin, encore une fois. Il y a une procédure collégiale, et le soin, on pourrait dire, ne s'est pas encore donné les moyens de partager cette responsabilité de la décision. Est-ce que la société permettra l'évolution de la collégialité, qui ne sera pas seulement qu'une procédure délibérative, mais qui permettra d'envisager une responsabilité partagée et qui permettra de lever cette ambiguïté de la discussion collégiale, qui est pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, mais qui aboutit à une décision monodisciplinaire, puisque la parole, finalement, revient toujours aux médecins. Et même si chacun pèse à poids égal, ou en tout cas devrait peser à poids égal dans la discussion, quel que soit son statut, quelle que soit sa profession, au final, la décision reste dans la balance médicale et il n'y a plus de poids égal et plus de commune mesure dès lors qu'on est du côté de la décision. Alors on pourrait se dire, bon, et on ne va pas s'arrêter là-dessus. Si on commence à réfléchir là-dessus, on va bloquer tout le système. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide, qui porte la responsabilité. C'est ce qu'on entend souvent, mais ça ne supprime pas le problème pour autant. Parce que plus on parlera de collégialité, plus cette question reviendra avec force. Et donc peut-être qu'il nous revient aussi de réfléchir à inventer une collégialité soignante, vraie, qui pourrait déboucher sur une décision véritablement partagée, à laquelle serait inévitablement suspendue une responsabilité partagée. Alors cette question, elle est évidemment importante dans le domaine du soin et aussi du prendre soin. Parce qu'en plus, il y a plein de situations où les décisions qui sont prises ne sont pas des décisions purement médicales, notamment dans le champ du médico-social. Et ça pourrait très bien être des décisions d'équipe, finalement, collégiales, qui n'auraient pas besoin de la justification ultime de la responsabilité médicale pour être mise en œuvre. Alors, voilà, et ça se fait déjà dans d'autres secteurs d'activité où le médecin n'est pas la pièce maîtresse. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, mais ça ne résoudrait rien, parce que même dans la collégialité, il n'y a pas de collégialité vraie, il y a toujours, et il ne faut pas le nier, moi, sociologue, je ne peux pas nier qu'il y a des rapports de domination dans les groupes, et qu'on a beau réunir des personnes, etc., il y aura toujours des ascendants, des enjeux de pouvoir, de savoir, de compétences, etc., qui viendront jouer, mais sans doute, la collégialité est-elle nécessaire? Il faut creuser cette question-là. On pourrait dire que la collégialité, c'est un peu comme la démocratie. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant comme système, malgré toutes ces imperfections. Et on les voit aujourd'hui beaucoup. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé mieux pour essayer d'avancer dans le fait de prendre de meilleures décisions. Et donc, une fois qu'on a réglé cette question-là, il restera encore la question de l'intégration de la parole du patient et de la place des proches dans la collégialité. Et donc, je pense qu'on n'a pas fini de réfléchir à ces questions.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, on va accueillir... Oui. Juste un petit mot pour corroborer le côté, on le disait avec Jean-Marc Ballette, rebelle de Guillaume Grandazzi. Dans tout ce qu'il a dit est assez vrai, mais s'illustre particulièrement dans le débat qu'on a pu avoir sur la contention, où, y compris certains experts nationaux, suite à la recommandation de la HAS, continuent à dire que la prescription médicale serait le garant d'eux, et tout le monde sait que la prescription médicale n'est le garant de rien du tout, voire pire, puisqu'il y a des prescriptions automatiques qui se finissent par si besoin. Et le si besoin veut bien dire que ça renvoie. Donc voilà, c'est pour donner ce point d'illustration. Et puis même si Guillaume l'a effleuré, moi je fais partie de ceux depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai une petite expérience nord-américaine, même bref dans ma vie, mais je continue à entretenir. On n'est pas au clair sur la place des proches dans la collégialité, puisque globalement ce que Guillaume a dit est vrai. On dit ça va déranger, ça va perturber notre collégialité. Alors il y a peut-être des temps de collégialité à penser, mais en tout cas, il est certain qu'il est étonnant dans certaines situations qu'on a tous les jours dans les institutions de voir que le patient lui-même et ou ses proches ne sont pas la collégialité, et le pompon, mais qui est un pompon anecdotique. Alors j'aime votre euphorie, c'est bien. Mais non, le pompon anecdotique, c'est que dans certaines équipes, quand on est appelé en tant qu'espace éthique, on nous dit on s'est réunis en équipe, et il nous arrive de redemander mais que pense le patient. Et il nous arrive de temps en temps qu'on nous dise on ne lui en a pas encore parlé. Voilà. Et donc voilà, c'est ces paradigmes qu'il faut de temps en temps mettre en lumière pour dire qu'il y a encore du chemin à faire. Voilà. Bien, malgré ce retard, nous allons vous remercier et vous applaudir encore une fois. Et on va passer à la table ronde suivante.